Entrer dans cette bataille de... Nous allons parler du soldat comme nouvel échelon dans la réflexion tactique. Et pour ce faire, nous n'avons d'autre choix que de parler de la bataille de Solferino en 1859, qui a opposé les Autrichiens à une armée franco-sarde dans le nord de l'Italie. Et comme d'habitude, nous devons aborder le contexte historique pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Il faut remonter à la fin du Premier Empire pour bien saisir l'enjeu. La carte européenne est alors redessinée avec de profondes conséquences pour l'Italie qui se retrouve découpée en plusieurs royaumes, dont les principaux sont celui de Sardaigne, les deux Siciles, la Toscane et les États papaux. Mais surtout, pour rompre l'influence française, les Autrichiens récupèrent la Vénétie et la Lombardie, faisant de l'Empire Habsbourg le principal arbitre de la région. Or, dans le même temps, on observe l'apparition d'une conscience nationale italienne qui va prendre de l'ampleur. Et très vite, les nationalistes, qu'ils soient royalistes ou républicains, vont voir dans l'Autrichien un occupant qui empêche cette unification qu'ils appellent de leur vœu. À cela s'ajoute la résistance de l'Église catholique, le pape sentant les États papaux légèrement menacés par ce courant. Toujours est-il qu'entre 1815 et 1859, de nombreux soulèvements éclatent dans l'Italie, notamment en 1848, qui va mener à la première guerre d'indépendance italienne durant toute la vague révolutionnaire qui secoue alors l'Europe. Mais à chaque fois, le pouvoir en place écrase les tenants de ces revendications, avec même des interventions des Autrichiens et des Français qui viennent défendre le pape. Et en 1852, le royaume de Sardaigne, qui vise une unification de l'Italie sous son égide, change de méthode et cherche des alliés extérieurs, au premier rang desquels le Second Empire de Napoléon III. Ceci dit, cela ne s'est pas fait d'un coup. Si Napoléon III avait effectivement une certaine sympathie pour l'idée d'une union nationale italienne, il tergiverse. Intervenir serait osé. Toute l'Europe se méfie de ce nouvel empire et craint une nouvelle période napoléonienne. La France doit donc montrer patte blanche. Mais entre un attentat raté sur l'empereur et un certain intéressement territorial pour gagner la Savoie et Nice, l'occasion est trop belle de créer un nouvel État proche des Français. En 1858 est passée une alliance secrète entre la France et le royaume de Sardaigne, qui se montre immédiatement plus provocateur envers l'Autriche. Cette dernière décide de prendre les devants lorsqu'elle apprend l'existence de l'alliance. Le 26 avril 1859, la deuxième guerre d'indépendance italienne commence. Le contexte est idéal pour la France qui peut se targuer d'honorer une alliance défensive. Ce n'est ni une guerre d'invasion, ni une guerre de conquête. Mais les Autrichiens ont clairement l'initiative, car les Français doivent encore rassembler leur armée et l'acheminer dans le nord de l'Italie. Aussi, les troupes habsbourgeoises s'élancent contre le Piémont et menacent directement Turin, la capitale sarde. Mais ils craignent tout à coup de se mettre en danger en avançant ainsi et se replient sur un terrain plus favorable défensivement et mieux connu de leurs troupes sur la rivière du Mincio. Ce drôle de mouvement permet aux Sardes de sauver leur armée et aux Français de joindre leurs forces à celles de leurs alliés. Si les Autrichiens comptent environ 220 000 hommes, les Sardes eux n'en ont que 70 000. Mais les Français arrivent à acheminer en moins de 3 semaines, grâce à un usage nouveau des chemins de fer, environ 170 000 hommes sur le théâtre d'opération. Bon, autant vous le dire tout de suite, cette campagne est complètement improvisée. Certes, il y a quelques plans de manœuvre stratégiques, mais dans l'ensemble, la logistique n'arrive absolument pas à suivre et le commandement est très décousu. Ce qui fait que les mouvements des deux armées sont un peu chaotiques et que les rencontres se font en surprenant les deux camps à chaque fois. Sardes et Français s'élancent en Lombardie et prennent de vitesse les troupes autrichiennes sans pour autant pouvoir faire plus que les repousser. En gagnant coup sur coup à Paletro et à Magenta, ils forcent les Autrichiens à abandonner Milan et à se replier sur l'Adda, où ils sont à nouveau battus. Ces derniers veulent désormais s'appuyer sur leur quadrilatère de forteresses. Les Français et les Sardes, eux, avancent très vite et passent le Chiese le 21 avril. Les Autrichiens font alors volte-face et décident de revenir sur le Mincio, au sud du lac de Garde, en espérant pouvoir attaquer un adversaire en train de traverser le Chiese. Le 23 juin, des premiers combats éclatent. Comme déjà durant la campagne, aucun des deux camps ne sait qu'il fait face à toute l'armée adverse. Les Autrichiens croient avoir affaire à l'avant-garde ennemie, tandis que les Franco-Sardes pensent se frotter à l'arrière-garde d'une armée en repli. Le lendemain, le 24 juin à 14h30, quand l'armée alliée s'élance sur 3 positions à Medole, Solferino et San Martino, elle découvre une armée autrichienne solidement positionnée sur des zones défensives. S'engage alors une bataille sans véritable plan tactique qui oppose 170 000 Franco-Sardes à 150 000 Autrichiens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que personne ne sait vraiment ce qui se passe. Au nord, ce sont les 4 divisions sardes qui vont chercher à prendre la colline de San Martino et profitent d'un surnombre. Au centre,
2 corps d'armée français avec la garde en réserve qui vont se concentrer sur les villages de Solferino et de Cavriana. Enfin au sud, 2 autres corps d'armée français se concentrent sur Medole et Guidizzolo. Le déroulement de la bataille est très flou. Elle est majoritairement marquée par un ensemble d'attaques et de contre-attaques sur les collines et villages environnants, qui passaient de main en main pendant plus de 15 heures de combat. Du coup, je ne pourrais vous en raconter que les grandes lignes, mais on peut déjà remarquer une chose. Mal déployées, les 2 armées font un très faible usage de la cavalerie et de l'artillerie. Bref, c'est un véritable bras de fer de l'infanterie. Dès le début, l'aile droite française se déploie et sépare l'aile gauche autrichienne de son centre. Les théâtres de Solferino et de Medole deviennent alors indépendants. L'attaque est engagée sur la totalité du front, ce qui empêche le centre autrichien, très malmené, de renforcer sa droite en infériorité face aux Sardes. On a donc 3 batailles dans une. Cette séparation en 3 théâtres fait que le premier qui craque risque d'emporter les autres avec lui, ce qui peut expliquer pourquoi chaque troupe se soit autant accrochée à ses positions. Bon alors par contre d'un point de vue tactique, c'est vraiment pas brillant. Au nord, on pourrait résumer l'action des Sardes par un enchaînement d'attaques mal coordonnées sur des Autrichiens en sous-nombre, mais bien organisés défensivement. Les rares réussites sont immédiatement effacées par une contre-attaque. Au sud, ce sont les Autrichiens qui sont à l'assaut, puisqu'ils cherchent à passer des Français en sous-nombre pour pouvoir soutenir à nouveau leur centre. Mais à l'image des Sardes au nord, ce ne sont qu'assauts infructueux ou immédiatement repoussés, les Français gérant leurs forces sur les collines qu'ils tiennent. Au centre, en revanche, c'est une autre histoire. La raison pour laquelle les Autrichiens n'ont pas tenté de libérer leurs ailes, c'est que les Français en face enchaînent les assauts. La pression est ainsi extrêmement forte, mais les Autrichiens tiennent bien leur position. Finalement, l'emploi de la garde après plusieurs assauts est décisif et permet aux Français de prendre Solferino à 15 heures et d'interdire les contre-attaques autrichiennes. Le centre est percé et le dispositif se désagrège, forçant les troupes habsbourgeoises à se replier. La chute du centre autrichien menace alors les 2 ailes d'un débordement. Elles abandonnent donc le terrain qu'elles avaient pu conserver. Le lendemain, elles sont déjà de l'autre côté du Mincio. La bataille fut longue et harassante, et si la victoire est franco-sarde, elle ne leur permet finalement que de gagner un peu de terrain et ne menace pas réellement l'armée autrichienne. Les pertes sont très équivalentes et finalement assez limitées, ne dépassant pas 13% des troupes engagées. Mais ces dernières ayant été très nombreuses, les chiffres absolus sont impressionnants. 5000 morts mais surtout 20 000 blessés, qui seront soignés dans des conditions sanitaires désastreuses. Toujours est-il que ce succès en demi-teinte tombe à pic pour le Second Empire et l'Autriche qui préfèrent arrêter les frais. La Prusse commence à masser ses armées de manière inquiétante et les catholiques de France font pression contre cette expédition qui risque de faire advenir l'Italie et avec elle la fin des États papaux. Alors 3 semaines après Solferino, l'armistice de Villafranca est signé, ouvrant la voie au traité de Zurich. La Lombardie est cédée à la France qui la rétrocède au royaume de Sardaigne. L'Italie est vaguement reconnue en prévoyant une confédération menée par les États papaux, mais qui n'advient jamais. L'unification est donc très incomplète, et il faudra d'autres annexions ainsi qu'une 3e guerre d'indépendance pour voir advenir l'Italie presque comme on la connaît aujourd'hui. La France n'obtiendra d'ailleurs la Savoie et Nice qu'en 1860 suite à de nouveaux arrangements. L'échec de l'obtention de la Vénétie par le royaume de Sardaigne est compensé par l'annexion de la Toscane et de l'Émilie-Romagne. La bataille de Solferino met donc un terme à une campagne mal menée par tous ses acteurs du début à la fin et donne un résultat qui ne satisfait personne. Et pourtant elle reste dans les mémoires. Mal connue mais célèbre, elle est souvent commentée comme étant une véritable boucherie, et il va nous falloir en discuter pour pouvoir aborder notre sujet du jour. Car parmi les témoins de cette bataille, il y a un certain Henri Dunant qui va écrire Un souvenir de Solferino, livre sorti en 1862 pour émouvoir la population. Il y fait part de scènes de barbarie, de combats au corps à corps, de nombreuses blessures à la baïonnette pour pouvoir militer pour un corps neutre de médecins. Tant et si bien qu'en 1863, il participera à la fondation du Comité international de secours aux militaires blessés, qui deviendra 13 ans plus tard le Comité international de la Croix-Rouge. Il est considéré aujourd'hui comme un de ses fondateurs, et son livre n'y est pas pour rien puisqu'il a fortement influencé l'opinion publique internationale. Ce qu'il y a de malheureux, malgré une intention louable, c'est que son récit est en opposition totale avec les observations faites par les soldats, les officiers ou les médecins militaires sur le terrain. En effet, quand on se penche sur les statistiques relevées sur les morts et les blessés, on découvre qu'il n'y a quasiment aucune perte provoquée par une baïonnette ou un sabre. Bien évidemment, le faible emploi de la cavalerie explique le peu de blessures au sabre, mais celles à la baïonnette sont un plus grand étonnement quand on observe la pensée tactique de l'époque. En effet, que ce soit du côté des Autrichiens ou des Français,
Le corps à corps et le choc sont vus comme le cœur du métier du soldat qui doit, par son élan et son courage, surpasser le feu et vaincre en combat rapproché. Et ce fossé entre la conception théorique et les observations faites sur le terrain fait face à un désert de réflexion. Solferino a été une bataille d'attaque, de contre-attaque, de reflux, un vrai bras de fer. Et pourtant, quasiment aucune blessure de corps à corps. Finalement, le récit d'Henri Dunant arrange presque la pensée militaire de l'époque, qui s'évertue à glorifier un combat à la baïonnette clairement fantasmé. Et pour renverser cette vision, essayer de comprendre ce qui se joue dans la perception des combats pour les contemporains de cette bataille, il nous faut parler d'un penseur militaire, Charles Ardant Dupic. C'est un officier de l'armée française de 1842 jusqu'à sa mort en 1870 durant la guerre franco-prussienne. Toujours sur le terrain, il a connu la guerre de Crimée, Solferino, ou encore des combats coloniaux comme en Algérie ou durant la campagne de Syrie. Son expérience très proche du terrain lui a donné une approche radicalement différente de celle des théoriciens de son époque, encore très versés dans le napoléonien, le choc et la masse. En effet, il remarque qu'en tant qu'officier, il est incapable de tenir le commandement et l'encadrement de son régiment une fois la menace du feu devenue trop grande. Ce qui est selon lui fondamental. Loin de s'imaginer un soldat parfait, courageux, bien encadré et obéissant, le principal problème pour lui est de retarder au maximum ce moment inéluctable qu'est sa perte de commandement. Aussi, il décide, dans une approche quasi sociologique, d'envoyer des questionnaires à des officiers, des sous-officiers et des hommes du rang ayant connu le combat afin d'évaluer cette réalité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dernière est à 1000 lieues de la colonne d'attaque en portant tout sur son élan. Dans son livre publié posthume Études sur le combat, qui est un agrégat de ses observations, réflexions et résultats, Ardant Dupic opère de nombreux renversements conceptuels. Le cœur de son idée pourrait se résumer ainsi. Il ne faut pas imposer un modèle tactique au soldat, mais bien accepter le soldat comme un modèle tactique. En fait, ce n'est pas bien compliqué. Plutôt que de décrire le soldat parfait, courageux, obéissant, discipliné, plein d'élan dans son régiment, Ardant Dupic préfère questionner la réalité du terrain et se demander que fait le soldat une fois qu'il est sous le feu. Tient-il son rang ? Se cache-t-il ? À quel point la chaîne de commandement maintient son emprise sur les soldats et sous quelles conditions ? Avec toutes ces questions, Ardant Dupic arrive à de nouveaux concepts et critique violemment la masse, les gros bataillons et même le choc dont il nie l'existence. En fait, il redéfinit le choc comme étant la force morale appliquée par une troupe sur une autre, en prévision du choc physique que cette même troupe pourrait appliquer. Dit plus simplement, le choc d'un bataillon, c'est la peur que celui-ci crée quand il semble chercher le contact. De même, la notion de rang est renversée. Ce n'est plus une ligne de soldats prête à faire feu ou à encaisser une charge. Le rang devient l'ensemble des éléments permettant au soldat de dépasser sa peur, de se sentir plus fort. La proximité des soldats avec lesquels vous avez fait toute la campagne, la musique, un commandement serein. Ainsi que tous les éléments qui peuvent agresser moralement une unité adverse. La menace d'une artillerie au loin, des tirailleurs tirant depuis une forêt, la sensation d'isolement par rapport au reste de l'armée. En faisant rentrer le soldat dans le champ conceptuel, Ardant Dupic impose la confiance, le moral, la psychologie comme véritable variable du combat. Alors attention, ces propos peuvent être très mal interprétés. En réalité, ce que cherche Ardant Dupic, c'est un moyen d'améliorer l'encadrement, quitte à accepter ce que le soldat impose par son attitude instinctive sur le champ de bataille. Toujours est-il que la bataille de Solferino et les différentes observations qui sont faites par les officiers sur le terrain vont clairement dans ce sens. Déjà, Charles Ardant Dupic en fait l'expérience personnelle, puisqu'il rapporte avoir complètement perdu le contrôle de son régiment une fois arrivé à une centaine de pas de l'adversaire. Un ordre lancé par un de ses hommes lance ses troupes qui s'éparpillent et qui se mettent à mener un combat plus proche de celui des tirailleurs que d'une infanterie de ligne. D'ailleurs, bien des témoignages rapportent que ce sont les tirailleurs, les zouaves ou les voltigeurs qui ont le plus d'effet sur les combats. Habitués à combattre de manière éparse, privilégiant le tir individuel et la recherche d'une couverture, ces troupes sont une plaie pour les Autrichiens. Ces derniers se battent encore dans des formations extrêmement denses et tirent par volée, ce qui a une efficacité très faible face à une centaine de soldats éparpillés devant soi et qui avaient tendance à se cacher derrière les arbres ou derrière des murets. Et finalement, à force de subir un feu lent, sporadique mais à la menace constante, voyant de plus en plus de soldats être blessés, la formation dense autrichienne finit par être brisée moralement et s'enfuit rapidement dès que les tirailleurs font mine de les charger. Tant et si bien qu'à la fin, peu de combats ont véritablement dégénéré en mêlée. Les idées d'Ardant Dupic expliquent finalement mieux le déroulement de la bataille ainsi que les observations faites sur le terrain, bien loin d'une théorie tactique, de combats de colonnes d'attaque et de baïonnettes, fantasmant l'idée napoléonienne de la furia francese. Ceci étant, ce qui a fait émerger de tels comportements, c'est bien la létalité nouvelle du feu,
qui a rendu impossible la tenue d'un moral et d'un commandement dans une unité une fois menacée, comme nous l'avons vu précédemment. Et c'est du champ de bataille qu'émerge naturellement une solution à l'inefficacité nouvelle de la masse. Des troupes plus éparpillées, des positions de tir plus sécurisantes et une plus grande initiative individuelle. Malheureusement, Ardant du Pic n'est pas écouté par ses contemporains et sera même très mal lu par la suite. En fait, ces observations posent un constat qui mène à un dilemme. S'il faut accepter la dilution des troupes dans l'espace, alors le commandement deviendra impossible. Or, la menace du feu est aussi ce qui détruit la possibilité pour un officier de tenir ses troupes et sa hiérarchie. Aussi, les premières solutions apportées ne peuvent que se pencher vers un commandement plus fort, une exaltation du courage, pour pouvoir garder ses troupes proches. Bref, les théoriciens militaires n'arrivent pas à intégrer le soldat dans leur grille de lecture et continuent à lui imposer un modèle tactique. Mais maintenant que nous avons abordé la létalité du feu, la nouvelle inefficacité de la masse et le besoin de considérer le soldat et sa psychologie pour comprendre le combat, il va nous falloir aborder un point nouveau. Nous en avons à peine parlé dans le contexte de Solferino, il s'agit des nouveaux moyens logistiques. Certes, nous n'avons jamais parlé de ce sujet sur cette chaîne, mais il me semble important de parler des renversements technologiques qui ont rendu possible tous les chiffres que j'ai évoqués dans cette vidéo. C'est-à-dire des centaines de milliers d'hommes acheminés sur le théâtre de l'opération en 2-3 semaines, sans même parler des munitions, du matériel, de la nourriture, etc. Et ça, on va le voir nettement mieux avec Sadova, puisque les Prussiens vont à tout acheminer avec ça. Et donc, j'en arrive à Henri Dunant, donc, qui traîne par là, du côté de Castillonne, et on a un interview de François Bugnon, qui est membre du comité du CICR et qui nous avait fait plusieurs fois des conférences ici, dans le cadre du 150e de la création de la Croix-Rouge et du 150e de la Convention de Genève. Et donc, c'est très court, c'est 8 minutes. Dunant est un homme d'affaires. Il a créé sa propre entreprise en Algérie, une entreprise de moulins, des moulins sur une rivière. Il a obtenu des concessions sur une chute d'eau pour construire ses moulins. Pour construire ses moulins, il a emprunté beaucoup d'argent, mais il n'a pas obtenu les concessions qu'il espérait. Et il finit par se mettre dans la tête que la seule personne qui peut véritablement débloquer cette situation, c'est Napoléon III lui-même. Il rentre en France dans l'idée de rencontrer Napoléon III, et pas de chance, Napoléon III est parti pour l'Italie, s'est mis à la tête de ses troupes pour aller libérer l'Italie du Nord. Il arrive à Castiglione le même 24 juin, le jour où la bataille se livre, peut-être au moment où elle se termine, on ne connaît pas son heure d'arrivée exactement, et il se trouve confronté à l'horreur absolue, c'est-à-dire une ville où on achemine des milliers de blessés et où il n'y a pratiquement pas de moyens de secours, pas d'assistance médicale. Il donne dans son témoignage, et il n'y a aucune raison d'en douter, il signale qu'il y avait 500 blessés dans la seule Chiesa Maggiore, l'église principale de la ville. Donc on peut imaginer 500 hommes qui souffrent, qui hurlent, qui meurent. D'après les rapports officiels de l'armée française comptait 3 médecins, 6 médecins auxiliaires à Castiglione, la ville la plus proche du champ de bataille de Solferino, Castiglione delle Stiviere, où on va amener 9000 blessés. Donc pensez 3 médecins pour 9000 blessés. Seule une toute petite partie d'entre eux pourront être secourus, pourront recevoir une assistance médicale. Alors que fait Dunant? Il essaye d'assister les blessés comme il le peut. Et qu'est-ce qu'il peut faire? C'est donner de l'eau à des gens qui meurent de soif, parce que personne ne s'est occupé de leur donner à boire. C'est laver des plaies, c'est remplacer des pansements.
c'est envoyer son cocher, il a de l'argent, donc il envoie son cocher dans la ville voisine, à Brescia, pour acheter des draps, des matériels de pansement, de la nourriture, des fruits, des pipes et du tabac, parce qu'il fallait couvrir cette épouvantable odeur de pourriture qui se dégageait dans cette église. Ensuite, il se rend au quartier général pour demander qu'on libère les médecins autrichiens capturés de telle façon qu'ils puissent se consacrer aux soins des blessés au lieu de pourrir dans une forteresse. Napoléon III ordonnera la libération des médecins autrichiens. Mais Dunant ne savait pas que le médecin-chef de l'armée française, le baron Larrey, était intervenu dans le même sens. Donc il a pu croire de bonne foi que c'était son intervention qui avait amené la libération des médecins autrichiens, alors que selon toute probabilité, Napoléon III était beaucoup plus sensible aux messages qui venaient du médecin-chef de l'armée française que aux messages qui venaient d'un touriste inconnu, même muni de bonnes recommandations. Alors Dunant, certainement, est un homme qui, à partir de ce moment-là, est traumatisé. Il est traumatisé par ce qu'il a vu, parce qu'il a vécu, par ces quelques jours passés auprès des blessés. Il, certainement, va être sollicité, de raconter cette expérience, il va en parler, et puis, très rapidement, il va se décider à consigner par écrit son témoignage dans un livre. Le livre est extrêmement bien construit. Il s'articule en deux parties tout à fait différentes. La première partie, c'est un récit de la bataille. Et c'est un récit de deuxième main. Dunant lui-même, de son propre aveu, n'a pas assisté à la bataille, et il dit d'ailleurs avec raison, qui peut dire qu'il a assisté à une bataille de cette ampleur? Personne n'en voit jamais qu'une toute petite partie. Son récit de la bataille, il est typique de l'historiographie militaire du temps, donc c'est la glorification du courage, les charges de cavalerie, les drapeaux qui flottent au vent, les clairons qui sonnent, les tambours, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un changement de ton complet. Alors on a cette transition très forte avec cette phrase « Le soleil du 25 juin éclaira l'un des spectacles les plus désolants qui se puissent présenter à l'imagination. Le champ de bataille est partout jonché de cadavres, etc. » Et à partir de là, Dunant témoigne de ce qu'il a vu, c'est-à-dire la souffrance des blessés, l'absence de soins, l'abandon, les hommes qu'on laisse mourir sans aucune assistance, et il oppose ces deux parties pour dénoncer la totale injustice de l'État qui attend que le soldat accepte tous les sacrifices pour sa patrie, et au moment où le même soldat est blessé, il a cessé de compter. Plus personne ne s'intéresse à lui, vu qu'il n'a plus de valeur militaire, et on le laisse mourir. Et c'est cette injustice que Dunant dénonce, et il le fait en bon écrivain. Il n'intervient pas dans son récit, il laisse parler les blessés. « Ah, monsieur, que je souffre, me disaient ces malheureux. On nous laisse mourir, on nous abandonne, et pourtant nous nous sommes bien battus. » Donc il met en opposition le courage des soldats et l'abandon de ces mêmes soldats une fois qu'ils sont blessés. Ce livre, il le publie à Genève, à ses frais, donc à compte d'auteur, non pas dans l'idée d'en faire un succès de librairie, mais dans l'idée de l'envoyer comme une lettre ouverte, comme un manifeste qu'il envoie à des ministres, à des généraux, à des souverains, à Napoléon III en personne, à Victor Emmanuel d'Italie, à l'empereur d'Autriche. On sait que, par exemple, ces trois souverains ont chacun reçu un exemplaire du souvenir de Solferino. Il conclut avec deux propositions. L'une, c'est la création de sociétés de secours, puisqu'il dit jamais les États ne pourront maintenir en temps de paix des services de santé permettant de répondre aux besoins d'une grande bataille. Donc, il faut faire appel à la charité privée. Donc, il faut créer des sociétés de secours. Ça, c'est la première idée. C'est l'idée qui marquera le point de départ de ce qui deviendra la Croix-Rouge. L'œuvre que nous allons créer ne connaît aucun parti, aucune race. Elle ne connaît ni les nations, ni les religions. Elle ne connaît que le malheur d'où qu'il vienne, et sa victime,
quelle qu'elle soit. La deuxième idée, c'est-à-dire la conclusion d'un traité visant à protéger les services de santé sur le champ de bataille. Donc il y a clairement l'idée d'une convention, au départ dans l'idée de protéger les volontaires, mais très rapidement, Dunant dira non seulement les volontaires, mais surtout les services de santé des armées. Donc vous avez également le point de départ de la première Convention de Genève, qui elle-même est à l'origine du droit international contemporain, c'est-à-dire un droit humanitaire basé sur le lien conventionnel, sur le droit positif, sur l'accord des États. Cette convention, eh bien, qui est en haut exposée en copie au premier étage, on a voulu la mettre en valeur en la faisant lire de façon, on l'a dit, très protocolaire. Et donc, voilà Dominique Louis dans ses œuvres. Et je peux vous dire que c'est assez coton parce que c'est un long texte avec énormément de faste et on ne peut pas le couper. Donc, s'il se plante, on a dû quand même passer un après-midi pour le faire. Avec aussi, on a demandé à des Italiens ou à des Espagnols ou à des Portugais comment prononcer le nom de leur ministre pour qu'on soit le plus proche de la réalité. Alors voilà ce que ça va donner. Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. La Confédération suisse, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi du Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, également animé du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leur plénipotentiaire savoir la Confédération suisse, le sieur Guillaume-Henri Dufour, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, général en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil des États. Le sieur Gustave Moignet, président du Comité international de secours pour les militaires blessés et de la Société genevoise d'utilité publique, et le sieur Samuel Lehmann, colonel fédéral, médecin en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil national. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, le sieur Robert Woltz, chevalier de l'ordre du Lion de Zeringen, docteur en médecine, conseiller médical à la direction des affaires médicales, et le sieur Adolphe Steiner, chevalier de l'ordre du Lion de Zeringen, médecin-major. Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Auguste Vicherche, officier de l'ordre de Léopold, conseiller au Conseil des Mines. Sa Majesté le Roi du Danemark, le sieur Charles-Émile Fenger, commandeur de l'ordre de Dalborg, décoré de la croix d'argent du même ordre, grand croix de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., sont conseillers d'État.
Sa Majesté la Reine d'Espagne, le sieur Don José Heriberto Garcia de Quevedo, gentilhomme de sa chambre avec exercice, chevalier grand-croix d'Isabelle la catholique, commandeur numéraire de l'ordre de Charles III, chevalier de première classe de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, officier de l'ordre royal de Saint-Sauveur, etc., chef de bataillon d'état-major. Sa Majesté le roi des Français, le sieur Georges Charles Jägensmith, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de 3e classe, etc., etc. Son directeur au ministère des Affaires étrangères. Le sieur Henri-Eugène Séguineau de Préval, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre impérial du Medjiétier de 4e classe, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare d'Italie, etc., etc., son intendant militaire de première classe. Et le sieur Martin-François Boudier, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre impérial de Medjidier de 4e classe, décoré de la médaille de la valeur militaire d'Italie, etc., etc., médecin principal de 2e classe. Son Altesse royale le Grand-Duc de Hesse, le sieur Charles-Auguste Broderick, chevalier de l'ordre de Philippe le Magnanime, de l'ordre de Saint-Michel de Bavière, officier de l'ordre royal de Saint-Sauveur, etc., chef de bataillon d'état-major. Sa Majesté le roi d'Italie, le sieur Jean Capello, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, son consul général en Suisse, et le sieur Félix Baroffio, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, médecin de division. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, le sieur Bernard Hortainus Théodore Henri Westenberg, officier de son ordre de la couronne de Chêne, chevalier des ordres de Charles III d'Espagne, de la couronne de Prusse, d'Adolphe de Nassau, docteur en droit, son secrétaire de légation à Francfort. Sa Majesté, le roi du Portugal et des Algarves, le sieur José Antonio Marques, chevalier de l'ordre du Christ, de Notre-Dame de la Conception de Villeviejosa, de Saint-Benoît d'Avise, de Léopold de Belgique, etc., docteur en médecine et chirurgie, chirurgien de brigade, sous-chef du département de santé au ministère de la Guerre. Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur Charles Albert de Kampf, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge, etc., etc., etc. Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, conseiller intime de légation, le sieur Godefroy Frédéric François Leflers, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de 3e classe, etc., etc. Docteur en médecine, médecin général du 4e corps d'armée, et le sieur Georges Hermann Jules Ritter, chevalier de l'ordre de la couronne de 3e classe, etc., etc., conseiller intime au ministère de la Guerre. Sa Majesté le roi de Wurtemberg, le sieur Christoph Ulrich Hahn, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, etc., docteur en philosophie et théologie, membre de la direction centrale et royale
pour les établissements de bienfaisance, lesquels, après avoir échangé leur pouvoir, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants. Article 1. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire. Article 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. Article 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante. Article 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel. Article 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. Article 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties. Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront être également renvoyés à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. Article 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toutes circonstances, accompagné du drapeau national. Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et les brassards porteront croix rouge sur fond blanc. Article 8.
Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention. Article 9. Les hautes puissances contractantes seront convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pas envoyé des plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève en les invitant à y accéder. Le protocole est, à cet effet, laissé ouvert. Article 10. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Berne dans l'espace de 4 mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève, le 22e jour du mois d'août de l'an 1864. Signé Général Guillaume-Henri Dufour, Gustave Moignet, Samuel Lehmann, Confédération helvétique. Robert Foltz, Adolf Steiner, Grand-Duché de Bade. Auguste Vicherche, Royaume de Belgique. Charles-Émile Fenger, Royaume du Danemark. Don José Heriberto García de Quevedo, Royaume d'Espagne. Georges Charles Jägersmith, Henri-Eugène Séguineau de Préval, Martin-François Boudier, Royaume des Français. Charles-Auguste Brodruck, Grand-Duché de Hesse. Jean Capello, Félix Baroffio, Royaume d'Italie. Bernard Hortenus Théodore Henri Westenberg, Royaume des Pays-Bas. José Antonio Marques, Royaume du Portugal et des Algarves. Charles Albert de Kampf, Godefroy Frédéric François Leflers, Georges Hermann Jules Ritter, Royaume de Prusse. Christophe Ulrich Hahn, Royaume de Wurtemberg. Il faut savoir que le CICR avait la première page, donc la page du titre, et les 2 dernières pages de signature. Et donc c'est les Salons du Four qui ont remis au CICR l'intégralité de la convention qu'on trouvait qu'il devait quand même avoir. Puis, on avait parlé, alors de Virginia, il n'y a que le prénom, hein, quand on va connaître un peu l'idée de cette dame, qui était, on a parlé des hommes d'influence, ben là on avait une femme d'influence, et tu veux peut-être juste en dire 2 mots, Tony? Oui, si tu veux. Alors, Virginia Alduini était la fille du marquis Filippo Alduini, et sa mère Isabelle était une cousine de son père. On se mariait souvent en consanguinité. Et elle s'est mariée à 18 ans avec le comte de Castiglione, donc elle est devenue comtesse de Castiglione. Et Cavour, qui était moitié genevois,
puisque sa mère était en Décélon. Il a étudié à l'université de Genève et puis il passait ses étés avec ses grands-parents maternels à Satigny dans leur domaine. Donc c'est un genevois à plein titre, hein. Camillo Benso Comte de Cavour, qui à mon avis c'est la personne la plus importante. Cavour était un agriculteur, il avait beaucoup de terres, et c'était un très fin économiste et puis c'était un commerçant en fait. Alors il voyait avant tout l'expansion du commerce, la facilité de commerce. Donc l'unité d'Italie rentrait pour lui en termes de sujets à taxer et puis des bouches à nourrir, c'est-à-dire le développement du commerce. Même l'expédition d'Émile en Sicile, il voyait ça comme une facilité du commerce depuis l'Orient qui traversait l'Italie jusqu'au nord de la France et donc à l'Angleterre et puis aurait apporté beaucoup de biens non seulement à l'Italie mais à ses propres finances. Alors la première guerre d'indépendance, ils ont affronté l'armée austro-hongarique qui ne faisait pas le poids, donc il a dû abdiquer. Il faut dire que les Autrichiens ont été fort corrects parce qu'ils ont envahi le Piémont sans violer, sans piller. Donc Radetzky avait mis la peine de mort, même les vaches à Cavour, il avait ses bœufs bien gras, et c'était non touche, peine de mort. Donc ils ont été très très corrects. Il y avait une conception de la guerre encore assez chevaleresque, première guerre d'indépendance. Alors Cavour, ensuite, il a dit, tiens, seul on n'y arrivera jamais, et il a pensé d'avoir un statut un peu plus haut au sein de l'Europe. Et donc, il a demandé à participer à la guerre contre l'Empire russe, et il a été soutenu par la France et par l'Angleterre. L'Angleterre a même donné un prêt d'1 million de livres sterling de l'époque, qui était quand même très considérable, c'était une fortune colossale. L'expédition a mal commencé parce qu'il y a un bateau qui s'est incendié, ils ont perdu 1 300 000 de matériel, et ils ont sauvé presque tout l'équipage, il y a eu juste 23 morts. Ensuite, bien ou mal, ils sont arrivés, les corps expéditionnaires faisaient 21 500 environ militaires, commandés par le général Alessandro La Marmora, qui était le fils d'Alfonso La Marmora, fondateur du corps des Bersaglieri. Et partout, même en Italie, hein, on parle toujours des Bersaglieri et La Marmora, c'est encore fameux sans aucun doute, mais au fait, ils représentaient très peu, ils étaient 2500 environ. 2450 sur 70, parmi les 21 000. Mais comme La Marmora est mort à la tête de ses troupes à l'assaut, hein, ils allaient à l'assaut à l'épée, à la baïonnette, hein, donc lui il était toujours en tête. Et il y a eu dans la bataille de la Tchernalia, qu'ils ont repoussé les Russes avec succès, il est mort à la tête des troupes, et un autre général est mort également. Donc restait un peu le mythe du général La Marmora, qui était le commandant général, commandant des Bersaglieri, mais au fait des Bersaglieri représentaient que, disons, 10% de la troupe totale. Hein. Et ben, il a pris part à la prise de Sébastopol, ensuite évidemment il a participé à la convention de la paix, et puis il a commencé à pousser l'idée de l'unité italienne, en tout cas des régions riches par commencer, c'est-à-dire la Lombardie et la Vénétie, qui étaient sous l'empire austro-hongarique. C'était le règne de Lombardo-Veneto, les rayons de Lombardie et Vénétie. Et puis là, il a tout essayé pour embellir la chose et pour attirer, il a même fait un accord secret à Plombières avec Napoléon III, mais qui n'était pas très chaud à partir. Alors, vous voyez, l'espionnage existait déjà à l'époque. Il a eu une idée intelligente. Il s'est dit, tiens, Napoléon III est un grand moustachu comme Napoléon II. Il lui a dit, pourquoi je ne lui enverrai pas ma cousine, qui était fort belle et très connue, et qui était déjà dans le lit de Victor Emmanuel II. Et il l'a chargé d'une mission auprès de Napoléon III.
pour plaider la cause italienne, cause piémontaise, pas italienne, piémontaise à l'époque. C'est le royaume des Piémont et Sardaigne. Virginia Alduini, comtesse de Castiglione, est arrivée avec son mari, puisqu'elle était mariée, elle avait un enfant, et ils ont, le 25 décembre, donc le jour de Noël, sont arrivés à Paris, en 1856. Ils ont logé, ils se sont installés au 10 rue de Castiglione, à Paris, près de la place Vendôme, qui avait été changé de nom par Napoléon, ensuite de la victoire sur les Autrichiens. Et le 9 janvier, elle a été présentée à la cour. Donc, elle était une aristocrate italienne. Et elle s'est présentée comme une déesse antique, habillée d'un voile transparent. Elle avait juste un cœur à l'auteur du sexe, ce qui a fait dire à l'impératrice Eugénie, il a dit, cette femme n'est pas normale, elle a le cœur beaucoup trop bas. Et puis là, évidemment, Napoléon III, il a succombé au charme de l'italienne. Et elle était née à Florence, hein, mais c'était une aristocrate piémontaise quand même. Et puis, le soir même, il l'a amené dans son alcôve, hein, qui avait fait beaucoup de scandales. D'ailleurs, le mari est rentré en Italie tout seul, elle est restée là-bas, puisqu'elle avait une mission. Et elle se vantait partout des cadeaux somptueux que son amant lui faisait, donc c'était une liaison pas trop secrète. Hein. Elle disparaissait avec Napoléon III pendant plusieurs heures, quand ils avaient ils faisaient des grosses fêtes, par exemple, des pique-niques dans les forêts, etc. Donc il disparaissait. Donc c'était... Après, donc elle a bien travaillé au fait. Hein. Mais il y a eu la mésaventure, c'est que Orsini a eu la mauvaise idée de faire un attentat à Napoléon III. Et puis évidemment, l'impératrice et toute la partie qui était anti-italienne lui ont dit, bah, c'est l'italienne, vous voyez ce qui se passe, parce qu'elle, elle était dans le lit de Napoléon III, donc ils ont pris ça comme une complicité en quelque sorte. En fait, Orsini, il n'était pas content parce que la France ne se décidait pas à intervenir en Italie dans la Deuxième Guerre d'indépendance. Mais l'Angleterre lui a donné refuge, bon, tout. Elle est retournée successivement à Paris. Entre-temps, évidemment, Napoléon III s'est décidé, et tout le reste, je ne vais pas vous le raconter puisque vous l'avez vu. Mais il faut dire que à la fin de sa carrière, disons, voilà, Napoléon III, en 1870, vaincu et malade, l'a envoyé le représenter auprès des Prussiens pour jouer de chez charme avec Bismarck. Eh oui, et pour éviter que Paris soit occupé. Donc vous voyez qu'elle a bien travaillé aussi avec Bismarck. C'était une espionne des hautes... c'était la Matahari italienne de l'époque. Et puis voilà, tout s'est passé très bien. Mais quand même, il ne faut pas penser qu'au côté comme ça, un peu sulfureux, c'est que c'était une passionnée de photographie. Elle possédait plus de 400 clichés photographiques, qui étaient quelque chose d'inimaginable à l'époque où la photographie, au début, elle servait uniquement à présenter les grands de ce monde. Elle a été photographiée sous toutes les coutures. A été certainement la première femme qui a posé les jambes nues, complètement nues. Donc il y a une photo, hein, moi je les ai tous vus. Elle n'est jamais complètement dévêtue. Elles sont c'est très intéressant parce qu'il y a des photos toujours un peu, une mise en scène un peu spéciale. Hein. C'est jamais... et donc ses habits, tout était fait pour choquer. Elle était certainement égocentrique, un peu frivole, mais elle avait quand même un caractère bien, comment on dit, trempé. Bien, ouais, bien trempé. Et puis au fait, elle avait cette beauté et puis cette prédisposition, cette désinhibition
qui la faisait passer d'un lit à l'autre sans trop de problèmes. Il faut dire que les deux, Victor Emmanuel II et Napoléon III, se ressemblaient beaucoup. Hein. Peut-être qu'elle se trompait. Les deux avaient une grande barbe, moustachu. Voilà, ça c'est la Castillane d'après mes connaissances. Hein. Après, je trouve que personnellement, donc, mes conclusions, c'est que certainement, elle a servi à quelque chose. Mais je ne pense pas que Napoléon III, pour les beaux yeux de la Castillane, ait pris une décision aussi lourde de conséquences. Il n'était quand même pas stupide. Pour moi, Napoléon III avait le complexe de son grand aïeul, c'est-à-dire de Napoléon Ier, et il voulait à tout moment la grandeur, la magnificence, il voulait un Bonaparte, il voulait avoir des victoires, il voulait être, disons qu'on se souvient de lui comme un grand. Et c'est pour ça qu'il est descendu en Italie. Ensuite, je ne pense pas non plus que ce soit la compassion à Solferino ou à San Martino, c'est que l'opinion publique française a commencé à bouger lourdement. Les Prussiens ont commencé à le menacer de rentrer par le destin par le nord. Et donc, il a pris la décision de rentrer tranquille. Il a conclu un accord à la va-vite à Villafranca, près de Padoue, sans consulter Victor Emmanuel II, qui s'est retrouvé seul face à l'Autrichien. Donc, il a dû lui aussi signer l'armistice. Il a laissé la Vénétie aux mains des Autrichiens, que moi je suis vénitien, hein, donc de naissance, je suis né dans les montagnes là-bas. Chez nous, Napoléon, on l'a toujours appelé l'enfant, parce qu'il volait, il pillait, il volait tout. Donc il n'a rien amené de bon, selon ce qu'ils disent de mes côtés là-bas, et ensuite il a abandonné Venise aux Autrichiens. À Campoforme, il a tout donné. Par contre, l'entrée en 1866, quand les Piémont s'est allié aux Prussiens, à Sadova, que l'on a parlé tout à l'heure, là, comme il était allié des Prussiens, ils ont réclamé pour les comptes de l'Italie la Vénétie, le Veneto. Ce que les Autrichiens ont donné aux Prussiens, jamais directement, même la Lombardie, ils l'ont donné à Napoléon III, jamais directement à Victor Emmanuel II. Hein. Donc le père de la patrie, c'est par procuration. C'est comme le Saint-Esprit, je veux dire, il n'a pas mis beaucoup du sien. Hein. Mais il a eu l'intelligence de s'allier toujours au bon moment avec des personnes qui pouvaient l'aider. Donc ça, il faut lui reconnaître. C'était un homme, les affaires d'État lui intéressaient peu, mais il avait un bon caractère. En tout cas, il était courageux. Et puis, ben, il combattait avec les autres. Hein, donc, il a failli être tué dans la première guerre d'indépendance. Voilà. Alors, ils disent que l'entrée de la Vénétie dans les royaumes d'Italie, comme ils l'ont appelé après, ça a amené chez nous uniquement de la misère. Parce que tout était organisé, les commerces, le travail, tout ça, avec les autres pays de l'Empire austro-hongarique. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés pays ennemis, les frontières fermées, et puis les Piémontais, tout ce qu'ils ont su faire, c'est mettre des impôts. Et la fameuse impôt sur la farine moulue, c'est celle qui a fait émigrer des centaines de milliers de gens et laisser le pays dans le désarroi. Donc, ils disaient toujours les vieux qu'on était mieux sous les Autrichiens qu'avec les machins, il y avait un peu plus de justice. Mais bon, ça, on ne va pas le dire, maintenant c'est l'Italie depuis longtemps, et puis on est content de l'être, et puis voilà quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, on arrive au bout de cette longue journée.